Bonjour à vous tous. Aujourd'hui s'ouvre la 3e journée géopolitique de Saint-Michel de Picpus autour du thème « Les ressources, une question économique et géopolitique ». Vous, élèves de terminale, de prépa, école de commerce, ECE et ECS, première et deuxième année, êtes rassemblés dans cet auditorium pour les différentes conférences de cet après-midi et vous devez attribuer le prix du livre de géopolitique 2019 des prépas de Saint-Michel. Je tenais à remercier vos professeurs, Monsieur Billard, votre professeur, initiateur de ce projet et lien entre tous les intervenants. Monsieur Ferdec, directeur du lycée, Madame Lecourtier, responsable des terminales, et Madame Legros, responsable des classes préparatoires. Nous avons tous à cœur de vous donner, à travers cette journée et tout au long de ces conférences, de vous donner, au travers de vos années de formation, ce plus qui fait de vous non seulement des étudiants performants, cultivés, mais aussi et surtout des hommes et des femmes capables de discernement et des hommes et des femmes de bien. Je veux également remercier les conférenciers qui vont animer ces rencontres et qui nous honorent de leur présence fidèle. Madame Stéphanie Weisman, rédactrice en chef de la revue Espace Prépa, qui accompagne ces journées depuis leur création et qui va venir nous rejoindre. Les éditeurs qui ont envoyé gracieusement à nos étudiants les ouvrages pour la remise de ce prix géopolitique de Saint-Michel de Picpus. Remercier également Radio Notre-Dame, qui consacrera demain matin une émission spéciale au jury du prix géopolitique 2019. Et enfin, je tenais à remercier Monsieur Fagé, qui veille au bon déroulement de cette journée. Vous êtes invités au cours de cet après-midi à une réflexion sur l'impact des ressources sur l'économie d'un pays, d'une région, dans un système de dépendance, d'indépendance, de contrôle de flux et de marché, mais aussi parce que vous êtes dans un lycée catholique d'enseignement. Nous vous invitons à réfléchir sur l'incidence de l'exploitation de ces ressources sur les hommes et sur les femmes, ainsi que sur la préservation de cette terre qui nous a été confiée. Notre ambition pour vous qui êtes, comme disait le pape François hier au JMJ de Panama, le maintenant de Dieu, vous êtes et vous devez être la conscience de notre lendemain. Il faut que vous ayez également la conscience que les besoins particuliers ne doivent plus prendre le pas sur le bien commun. Il faut que vous ayez conscience de la dégradation de la planète et de l'exploitation éhontée de ses ressources naturelles. Il faut enfin que vous ayez conscience qu'en exploitant sans mesure les ressources naturelles, les hommes n'écoutent, et je cite le pape François, ni la clameur des pauvres, ni les gémissements d'une planète à bout de souffle. L'homme, nous dit le pape dans son encyclique Laudato Si, n'est pas le seigneur de l'univers, il en est l'administrateur responsable. Nous sommes collectivement responsables d'une exploitation raisonnée des ressources et vous êtes collectivement ces passeurs d'une terre sauvegardée. Ces journées doivent vous permettre de prendre conscience des enjeux d'aujourd'hui pour vous permettre de construire des lendemains, je l'espère, éco-responsables. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bien, bonjour à tous. Ces petits mots introductifs n'ont pas pour objectif de répéter ce que vient de dire très bien Madame Courteau-Escol, mais simplement parce que, comme on est dans la 3e édition de ces rencontres géopolitiques, il y a un certain nombre de choses qu'il faut dire. Ces 3e rencontres géopolitiques sont nées d'une idée simple. L'objectif, c'était, en classe préparatoire, de réussir à faire se rencontrer des chercheurs et des étudiants. Généralement, ce que vous lisez, que ce soit en terminale, que ce soit en classe préparatoire, est déjà de l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est-à-dire que quelqu'un a lu pour vous des ouvrages, en a fait une synthèse et vous livre cette synthèse-là.
Lorsque vous parlez directement avec un chercheur, avec quelqu'un qui connaît, qui a été sur le terrain, le rapport est complètement différent et généralement, vous vous souvenez beaucoup mieux des choses, bien évidemment. Lire Proust directement, c'est mieux que si quelqu'un vous aide à lire Proust. Il vaut mieux lire Proust et qu'ensuite on vous en parle. Ou qu'ensuite on vous incite à le lire. Donc l'objectif, c'était de faire se rencontrer les chercheurs et les étudiants, des chercheurs en économie et en géopolitique. Il y a parmi vous des élèves de S, il y a parmi vous des élèves de E. Donc il faut évidemment que chacun puisse avoir, j'allais dire, de quoi manger pour les concours. C'est aussi ça l'objectif de cet après-midi, c'est que vous puissiez trouver des exemples, des cas concrets, des théories, des idées nouvelles, des idées spécifiques aux chercheurs également qui vont vous parler, et que vous puissiez derrière vous en servir pour les écrits, et éventuellement avoir l'idée qu'une remarque qui vous a été faite vous vienne spontanément au moment de l'oral et fasse la différence avec un autre candidat. Donc pour les classes préparatoires parmi vous, cette idée d'un contact direct avec le chercheur est absolument indispensable pour la réussite au concours. Et pour ceux qui parmi vous sont les terminales, d'autres vont arriver tout à l'heure, pour ceux qui parmi vous sont en terminale, ça vous donne aussi une idée de ce qu'est le fond de ce que nous faisons en classe préparatoire et auquel vous êtes bien évidemment appelés à participer à terme. Parcoursup commence là ces jours-ci, pensez-y. Donc pour cela, il faut des chercheurs et je voudrais remercier par avance les 4 intervenants d'aujourd'hui qui vont descendre tout de suite du rez-de-chaussée. Ils ont la gentillesse de partager leur après-midi avec nous tous. Il faut bien penser que leurs emplois du temps sont extraordinairement chargés, ce sont des gens qui sont très demandés et qui prennent de leur temps parce qu'ils savent aussi, ce sont de grands savants, donc je le dis parce qu'ils ne sont pas encore descendus, ils savent aussi qu'on est un grand savant parce qu'on réussit à partager son savoir, on n'est pas un grand savant parce qu'on écrit des pages et des pages, mais parce qu'on est capable de le transmettre. Donc lorsque vous-même, vous serez des grands savants capables de transmettre, souvenez-vous que votre première fonction, c'est d'abord de faire en sorte que les générations d'après s'intéressent à votre sujet. Et pour qu'eux puissent vous parler, il faut que vous soyez tous là. Donc je remercie vos professeurs, je remercie qui ont accepté que vous quittiez leur cours pour cet amphithéâtre. Je sais bien que vous préféreriez être dans vos cours cet après-midi, mais là, vous allez voir autre chose. Je remercie Madame Courteau-Escol, bien sûr, qui a autorisé tout ça, Madame Legros, notre bien-aimée directrice des prépas, qui a organisé également tout ça depuis le 5e étage, Monsieur Ferdeg, le proviseur du lycée, Madame Lecourtier, qui doit arriver ou qui est arrivée et qui a également organisé ça avec les professeurs pour que les terminales puissent être là. Et il y en a parmi vous 6 qui vont descendre avec les conférenciers tout à l'heure, qui sont des élèves de 2e année, que je vais saluer particulièrement, justement parce qu'ils ne sont pas encore là. Ce sont mes 6 cobayes du prix du livre géopolitique. Ils ont lu 7 livres en 6 mois. Et comme me posait une question l'année dernière, ils disaient, monsieur, il faut combien de pages les livres? Est-ce qu'ils sont épais? Est-ce que ça va nous prendre du temps? J'aurais dit, vous verrez, mais pensez bien qu'un livre de 6 à 800 pages, d'abord, ça ne se lit pas comme un livre de 150, bien sûr, mais ce n'est pas forcément le temps. Parce que c'est comme un roman très épais, comme quand vous avez tous commencé le premier tome d'Harry Potter. Vous vous êtes dit, mais finalement, c'est très long. Mais dès que vous rentrez dedans, vous êtes pris dans la musique de la langue, vous êtes pris dans ces échanges-là, et les voici qui descendent. Fait un peu descente comme dans les films. Vous voyez. Venez, venez, premier rang. C'est comme quand vous lisez Harry Potter, vous avez l'impression que parce que le livre est extrêmement épais, vous n'allez jamais arriver au bout. Un livre de sciences humaines, un livre de géopolitique, un livre d'économie, c'est la même chose. Lorsque vous êtes intellectuellement pris dedans, le nombre de pages n'a pas d'importance. Donc je veux saluer justement les 6 membres du jury qui sont en train de descendre et de s'installer parce que ils étaient un peu inquiets au début. Ils ont lu 7 livres en 6 mois, ils les ont disséqués, ils les ont jugés et ils ont décidé qui était le lauréat du 3e prix du livre géopolitique des prépas. Donc j'en profite pour remercier également les partenaires de ces rencontres. Les éditeurs qui ont généreusement envoyé leurs ouvrages au jury du prix du livre. Il faut bien préciser qu'ils n'ont rien dépensé du tout pour le faire. Les éditeurs ont envoyé gentiment, ce qui est rare, mais ont envoyé gentiment leurs ouvrages pour qu'ils puissent le faire. Et merci également aux journalistes qui ont ouvert et vont ouvrir leurs pages, leurs colonnes et leurs micros demain à Radio Notre-Dame et leur colonne avec la revue Espace Prépa dont la rédactrice en chef et la rédactrice en chef adjointe sont là et je les remercie. Et je salue Benoît Poisson qui filme l'après-midi, ce qui vous permettra de disposer, je le disais tout à l'heure, des vidéos
de toutes les conférences de cet après-midi. Et merci à Jean-Pierre Faget, à la technique, qui va déjouer tous les larcènes des micros que nous pouvions avoir. Alors, quelques mots, pendant que tout le monde est arrivé, quelques mots pour expliquer le sujet du jour. Les ressources, un enjeu géoéconomique, le mot est parfois un peu compliqué, géographique et économique, et un enjeu géopolitique. Pourquoi une telle question ? Les premières rencontres, il y a 3 ans, portaient sur l'inconnu. Il s'agissait de comprendre que la géopolitique et l'économie sont au cœur de nos échanges quotidiens et que nous ne le savons pas toujours. Donc il faut bien également se rendre compte, lorsqu'on voit la photo d'un quartier, par exemple, d'où viennent les marchandises, comment elles circulent, qui en profite, qui s'en sert, qui ne peut pas s'en servir, quelles normes existent, etc. À partir d'une photographie, on peut comprendre le fonctionnement du monde aussi et comprendre ce que révèlent ces mouvements. Donc il s'agissait de comprendre que la géopolitique et l'économie sont au cœur de nos échanges quotidiens et que nous ne le savons pas toujours. Les deuxièmes rencontres l'année dernière portaient sur la France. Il s'agissait de s'interroger sur l'échelle de sa puissance. Comment 1% de la population de la planète réussit à construire la 5e ou 6e puissance économique mondiale? Ça veut dire que derrière, il y a des outils, il y a des moyens, il y a des enjeux, il y a un héritage, il y a des territoires, il y a de la dynamique. Voilà. Et cette année, je voudrais réunir les questionnements des 2 années, comme une espèce de retour. Questionnement des 2 années autour d'un thème qui est au cœur de nos échanges quotidiens. Si on regarde cette salle, il y a des ressources partout, et des ressources en construction. Et ce sont ces échanges aussi qui bouleversent la hiérarchie des puissances, aujourd'hui et demain. Et le demain nous intéresse presque autant que l'aujourd'hui. Alors de quelles ressources parle-t-on? D'agriculture, d'eau, de minerais, d'hydrocarbures, d'intelligence, d'innovation, j'en passe et des meilleurs. Vous en aurez un très grand nombre d'exemples cet après-midi. Et qui contrôle ces ressources aujourd'hui? Qui cherche à se donner les moyens de les contrôler demain? Impossible de faire le tour de la question, mais nous parlerons des États-Unis avec Nicolas Mazzucchi, qui est devant. Nous parlerons de la Chine avec Guillaume Pitron, je ne sais pas où il est passé, mais il est quelque part par là. Avec Miko Meren, nous parlerons des pôle Nord pour l'essentiel, mais il vous dira peut-être un mot également du continent antarctique. Et nous parlerons également de l'Europe avec Jean-Marc Daniel, qui est au fond et que je salue. Les conférenciers d'aujourd'hui vont vous expliquer comment les relations entre les puissances bougent, en partie autour du contrôle de ces ressources. Vous avez des puissances qui coopèrent visiblement, comme en Europe, ou qui s'affrontent via les entreprises, via les médias, via le cyberespace, comme entre les États-Unis et la Chine, par exemple. Mais si ces puissances coopèrent ou s'affrontent, c'est pour maintenir ou pour étendre le niveau de vie des populations, pour maintenir ou pour étendre leur influence par-delà les frontières, et pour maintenir ou pour étendre leur capacité à résister à d'autres puissances. Et dans ces mouvements du monde, il n'y a finalement à terme ni vainqueur ni vaincu, seulement des puissances plus fortes ou des puissances plus faibles. Chacun doit coopérer ou alors vivre en se sentant menacé. Vous connaissez l'Arabie Saoudite, premier producteur mondial de pétrole, pays richissime, protégé militairement par les États-Unis depuis 1945. Et l'Arabie Saoudite a une frontière avec le Koweït. Le 2 août 1990, l'Irak a envahi le petit Koweït pour s'emparer de ses ressources en pétrole et a menacé ainsi directement l'Arabie Saoudite à sa frontière. En janvier 1991, une coalition internationale a repoussé l'armée irakienne du Koweït et a restauré les frontières de ce petit royaume koweïti. Pendant ce temps, les opinions publiques arabes, pour l'essentiel d'entre elles, ont pris fait et cause pour l'Irak contre le Koweït. Et tous les régimes politiques de la région se sont sentis finalement menacés de l'intérieur aussi. Et c'est à ce moment-là que le cher Ahmed Yamani, un ancien ministre du pétrole d'Arabie Saoudite, aurait eu cette phrase, je cite, « Tout bien mesuré », il est le ministre du pétrole, premier producteur de pétrole du monde, « Tout bien mesuré, je préférerais que nous ayons trouvé de l'eau. » Pensez que beaucoup de pays sont aussi coincés par les ressources qui sont les leurs lorsqu'ils ne réussissent pas à trouver les éléments de leur développement. Un autre exemple, à la même époque, en Zambie, sud de l'Afrique, c'est un des premiers producteurs mondiaux de cuivre. Mais c'est aussi un des pays les plus pauvres du monde, et le cuivre lui rapporte énormément d'argent. Il ne vivait que du cuivre, c'était une économie de rente, pas tout à fait seulement, mais essentiellement du cuivre. Tous les investissements de l'État étaient tournés vers le cuivre, qui rapportait vite et qui rapportait gros. Mais
l'État investissait peu dans l'éducation, investissait peu dans la santé, investissait peu dans les infrastructures. Alors, en 1991, le président de la Zambie, Kenneth Kaunda, qui descendait à ce moment-là de poste, a eu ces mots au moment de quitter le pouvoir. Il disait « Nous sommes en partie à blâmer. C'est la faute d'être né avec une cuillère de cuivre dans la bouche. » Ces deux exemples ont pour vous dire que ces ressources dont nous allons parler maintenant sont un des outils qui permet de comprendre le fonctionnement économique et géopolitique du monde. Et la manière de gérer les ressources révèle le degré d'attention que les États et les sociétés portent à leur population, à leurs frontières et à leur futur. Et ce que vont vous montrer les 4 conférenciers d'aujourd'hui, c'est que la puissance n'est pas immortelle et que les conflits n'ont pas toujours une seule cause, mais une grande partie des rivalités qui provoquent ces conflits portent sur les moyens des États, donc sur les ressources. Donc merci par avance aux 4 conférenciers. Je vais demander au premier d'entre eux de venir.